Donc, je remercie monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de la DDTM, le pôle habitat indigne de la DDTM avec lesquels nous avons proposé cette visio qui nous réunit à plus de 40, ça monte encore, 44 élus ce matin, élus ou agents des collectivités, sur un sujet important. La situation du logement dans notre pays est en difficulté, en grande difficulté. Les gens ont du mal à se loger et je crois il faut engager ce combat sur tous les aspects du logement, y compris celui de l'habitat indigne, qui concerne malheureusement un certain nombre de nos concitoyens. Voilà, mais écoutez, je vous laisse la parole, monsieur le sous-préfet, pour la suite de la visio qui devrait durer 1 heure et demie environ. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services, agents techniques. Un très grand merci de votre mobilisation autour de cette thématique importante. On vous présentera ensuite les personnes qui sont autour de moi. C'est Sébastien Ferrat, directeur de la DDTM, qui nous accueille aujourd'hui, qui fera cette présentation des interlocuteurs à mes côtés. Donc moi, je suis le sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard et parmi mes missions départementales, j'exerce la fonction de référence sur la thématique de la LHI, de la lutte contre l'habitat indigne. Cette thématique, elle représente une forme de prolongement de cette politique importante qu'on appelle la politique du logement d'abord, cet effort collectif que nous devons avoir, État et collectivité, pour mettre un toit sur la tête de l'ensemble de nos concitoyens. Et, et de prolongement parce que nous devons mettre un toit qui garantisse à chacun des conditions de dignité minimales. Et c'est quelque chose qui doit nous mobiliser collectivement. L'enjeu, il existe au niveau national et il présente un accent particulier, un relief particulier dans le Gard pour deux raisons. D'abord, en raison de la qualité de notre parc de logement. On a effectivement un parc de logement qui est peut-être plus susceptible qu'ailleurs de présenter des situations d'indignité. On a un parc social à certains endroits qui est vieillissant et on a aussi, dans un certain nombre de centres anciens, de villes et de villages, un habitat qui est très âgé et qui, voilà, parfois peut poser des difficultés du point de vue de la qualité de service qu'il rend aux personnes qui l'occupent. Le deuxième enjeu, c'est que nous sommes dans un département, et ça vous le savez très bien, qui est un département qui se caractérise par une très forte précarité de ses habitants. Et donc, on est face à des populations qui sont vulnérables et qui sont plus sujets à être exposés à ces situations de logement indigne. Au niveau national, il y a une mobilisation assez importante qui est organisée par le gouvernement, avec notamment de nombreuses évolutions législatives, réglementaires qui sont intervenues au cours des dernières années, certaines qui ont été commencées à être mises en place et qui ont même pris en importance dans ce département. Je pense notamment au permis de louer que un certain nombre de communes ont mis en place et sur lequel on reviendra aujourd'hui. Je pense aussi à une disposition plus récente autour des diagnostics sur les immeubles d'habitation collective, des diagnostics structurels d'immeubles d'habitation collective. On a aussi le souhait, et ça, là encore, c'est une volonté gouvernementale assez forte qui a été exprimée via une circulaire de cet été, de travailler plus fortement sur la répression des situations les plus graves, notamment de la lutte contre les marchands de sommeil, qui sont une thématique dont on a beaucoup entendu parler, notamment après les effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille, avec la volonté pour nous de travailler plus finement avec les services de police, de gendarmerie et les parquets. Et donc, c'est un travail qu'on est en train de conduire en ce moment, et notamment d'identifier les territoires dans lesquels, effectivement, on pourrait faire face à ces situations de marchands de sommeil pour apporter des réponses qui soient des réponses dures et fermes vis-à-vis de ces comportements intentionnels. La politique du logement indigne, c'est une politique publique qui se caractérise par une certaine forme de complexité. D'abord, on regarde de nombreux instruments dont il est question et dont on va vous parler aujourd'hui. Il y a des mesures de police, il y a de la réglementation, il y a aussi des incitations et des aides financières. Et donc, c'est important de prendre des temps comme cela pour pouvoir un peu remettre tout ça en perspective et présenter les différents instruments. C'est aussi important parce que les situations dont on parle, quand on parle de LHI, en réalité, sont des situations qui peuvent être très différentes les unes par rapport aux autres, en termes de gravité, en termes de nature des désordres constatés dans les logements. Et en fonction de la nature de ces désordres, on ne va pas effectivement angler sur les mêmes procédures, les mêmes instruments. Et puis enfin, elle est aussi complexe au regard de la variété des acteurs qui sont impliqués, ne serait-ce que pour l'État, on a de très nombreux ministères qui sont impliqués,
ministère du Logement, naturellement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en DDT aujourd'hui. Ministère de la Santé, alors l'ARS s'est excusé aujourd'hui, mais effectivement, il joue un rôle très important. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur sur les aspects plus de répression et pénaux dont je viens de parler. Et s'agissant des communes, alors il existe la possibilité dans la loi de faire remonter au niveau de l'intercommunalité un certain nombre de prérogatives en matière de LHI. C'est pas le chemin qui a été pris dans le Gard pour l'instant, et donc vous êtes de très nombreuses communes aujourd'hui à conserver des pouvoirs en matière de LHI, donc c'est important qu'on puisse vous accompagner, notamment au regard de la complexité des instruments que j'évoquais juste avant. Cette nécessité de vous accompagner, elle a justifié que nous identifions comme un objectif prioritaire du plan départemental de lutte contre l'habitat indigne que nous avons récemment renouvelé, la dimension d'accompagnement et d'aller vers les maires. Et c'est pour cette raison que nous avons d'abord rencontré Monsieur Ribaud, l'Association des maires de France, et que nous proposons aujourd'hui ce temps d'échange. Je ne ferai pas plus long. On a essayé de construire une présentation qui soit en même temps exhaustive, en même temps resserrée. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer 30 minutes par instrument. L'enjeu ensuite, c'est que vous puissiez vous nous poser des questions sur des instruments qui peut-être vous questionnent davantage que d'autres. Je laisse la parole à Sébastien Ferrat, directeur départemental du territoire et de la mer dans le Gard, qui va vous présenter l'action de la DDTM sur cette thématique. Très bien. Merci, Monsieur le sous-préfet, cher Mathias, et merci, Monsieur Ribaud et vos équipes pour l'organisation de cette séquence d'échange. Et bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs les élus et vos services administratifs associés. Juste pour vous dire qu'effectivement, la DDTM, avec les partenaires avec lesquels elle travaille, joue un rôle central sous le pilotage de Monsieur le préfet et en l'occurrence avec Mathias Niepce, avec qui nous avons un travail quotidien, collaboratif et avec un fort investissement. On a ce travail donc d'animation et de coordination. Et c'est avec tous ces partenaires, et notamment ceux qui sont autour de la table, et puis ceux qu'on a excusés, que nous avons construit le PDLHI et le plan d'action triennal contre, on regarde l'habitat indigne, donc de lutte contre l'habitat indigne. Donc cette coordination des acteurs, on va le voir plus tard dans une des diapos qui vont vous être présentées, c'est effectivement, dans un premier temps, c'est de se mettre tous en ordre de marche pour repérer, traiter et prévenir tous les désordres qui conduisent à avoir des logements qui ne soient ni sûrs, ni salubres et ni sécuritaires. Et nous, particulièrement à la DDT, on participe notamment à un certain nombre de procédures administratives au suivi des travaux de mise en conformité. On conduit même des travaux d'office, mais là-dessus, Madame Colson y reviendra. Et on contribue aussi auprès des acteurs, et notamment la CAF, la mobilisation des aides financières qui peuvent être utiles pour la réhabilitation de ces logements. Donc, avec tous les partenaires, la DDT se met à la disposition des acteurs de terrain que vous êtes, les élus, de façon à vous accompagner dans vos démarches administratives. Donc, le but de cette séquence interactive, c'est bien que vous compreniez mieux comment cette complexité qu'a décrite en introduction Monsieur le sous-préfet peut être traitée et accompagnée parmi l'ensemble des services départementaux ce matin. Donc, d'ailleurs, je remercie vivement l'équipe qui est à la DDT qui s'occupe de ça, sous le pilotage de Bruno Gourmaud qui est à mes côtés, de Lucie Mignon que je vous prie d'excuser, qui est son adjointe en charge de tout le parc privé, et bien entendu de Marion Colson qui est le chef d'unité Habitat Indigne au sein de la DDT. Autour de la table, il y a donc Marion Colson que je viens de citer, Madame Métaux qui représente l'agence départementale d'information sur le logement, donc l'ADIL, qui interviendra également dans le cadre de la présentation. Pardon, Monsieur Bévia, qui représente la caisse d'allocation familiale et qui donc interviendra à ce titre-là, et Bruno Gourmaud, qui est à ma gauche, qui est donc le chef du service Habitat et Construction à la DTM. Voilà, je laisse la parole. Alors, et je précise juste dans le déroulé qu'on fera une séquence de questions-réponses après chaque partie. Nous avons 4 grandes parties, si vous en êtes d'accord, Président, de façon à ce que l'interactivité soit la plus facile possible en réaction avec chaque présentation. Et on vous partage la présentation. Donc, le programme, donc 4 parties. On va d'abord parler des polices qui peuvent être mobilisées en matière de lutte contre l'habitat indigne, des aides financières qui sont mobilisables par les collectivités, les outils de prévention à votre disposition, dont M. Niepce vous a parlé en introduction, et on parlera un petit peu, on présentera le pôle départemental et son organisation. Donc la première partie, je m'excuse, donc M. Sog ne peut pas être parmi nous, je vais
C'est moi qui m'y colle. Donc, on n'a que 2 schémas sur cette partie-là, sur les polices. L'idée, c'est de vous présenter succinctement, sachant qu'on est à votre disposition pour vous accompagner au quotidien. Donc, la maison, ce que nous, on appelle la maison LHI, elle présente les différentes polices qui peuvent être mobilisables. Donc, le premier niveau de dégradation, qui concerne à la fois la non-décence et l'infraction aux règles sanitaires, d'hygiène et de salubrité. Ce sont 2 polices différentes qui peuvent être menées en parallèle. La non-décence, elle relève du droit privé dans le cadre des relations bailleurs-locataires fixées par la loi de 89 et le décret décembre de 2000. Et l'infraction aux règles sanitaires, d'hygiène et de salubrité, c'est un pouvoir de police général du maire qui s'appuie à la fois sur le RSD et le Code de la santé publique. Vous avez ensuite 2 polices spéciales, l'insalubrité qui relève du pouvoir du préfet du préfet, sachant que ces procédures sont instruites par l'ARS et les SCHS de notre département. Nous en avons 2, donc la ville de Nîmes qui est d'ailleurs présente aujourd'hui et Alès. Et ensuite, la mise en sécurité qui relève du pouvoir du maire ou du président de PCI si le pouvoir de police spéciale avait été transféré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre département. De manière plus globale, alors je pense qu'on verra avec l'AMF pour ce diaporama qui vous être transmis si vous le souhaitez. Cette diapositive, elle a pour objet de présenter les différentes polices de manière un peu plus détaillée, en vous indiquant sur quel code elle s'appuie, sur quels sont son objet et comment elle se déroule. Et l'impact pour les occupants, puisque l'on peut voir qu'il n'y a que la mise en sécurité et l'insalubrité qui permet de prescrire des protections de l'occupant, un hébergement ou un relogement, en cas d'interdiction définitive d'habiter. Donc la non-décence, qu'on disait tout à l'heure, c'est la CAF ou la MSA qui sont à même de la mener, puisqu'on est sur le droit privé. Elle permet de conserver les aides au logement pendant un délai d'environ 18 mois pour inciter les propriétaires à faire les travaux. Donc, par définition, elle ne concerne que le parc locatif. Excusez-nous, on ne voit pas vos diapos. Ah, Il faut arrêter le partage et refaire. ouais. Dans ce cas-là, vous ne le faites pas en plein écran, vous le faites avec. Et là, vous le voyez? Oui, c'est bon. Oui, ouais. Bon, On peut alors on ne va pas mettre le plein écran. Par contre, vous pourriez le mettre en plein écran parce que c'est illisible, c'est trop petit. Ah oui, en fait, si on met en plein écran, vous ne voyez plus. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est zoomer comme ça. Est-ce que ça vous va là ou pas? Oui, c'est bien là. Très Moi, bien. c'est bien. C'est mieux. Donc, ensuite, en parallèle de la non-décence, alors aujourd'hui, c'est une procédure qui est peu mise dans le département en place. On privilégie la non-décence. Malheureusement, il faut savoir que les maires devraient, en parallèle des procédures de non-décence, engager leur pouvoir de police générale pour mettre en demeure les propriétaires d'agir. Donc, vous avez le déroulé, hein, c'est une visite, une mise en demeure, et en cas de carence, un PV qui est transmis au parquet, et ça peut aboutir à une contravention de 3e ou de 4e classe, puisque pour le RSD, on est encore sur des contraventions de 3e classe. Une procédure qui est un peu intermédiaire entre la mise en sécurité, l'insalubrité et la mise en demeure au titre des pouvoirs généraux du maire, c'est le danger ponctuel imminent. C'est une procédure un peu particulière dans le sens où c'est un arrêté préfectoral pris sur la base d'un constat municipal. Il faut savoir qu'en cas de passage en travaux d'office, c'est-à-dire en cas de carence de la personne mise en cause, c'est au maire de faire les travaux d'office. Toutefois, la réglementation prévoit également que si le maire n'est pas en capacité de le faire, il peut se déclarer en carence et pas que parce qu'il n'est pas en capacité, il peut dire qu'il n'a pas les moyens financiers, qu'il n'a pas les moyens techniques de mettre en œuvre et solliciter du préfet le passage en travaux d'office par le préfet. Et ensuite, les 2 procédures qui relèvent des pouvoirs de la police spéciale, la mise en sécurité et l'insalubrité, l'une à la main du maire, l'autre à la main du préfet. Et donc, pour l'insalubrité, encore une fois, ces procédures, elles sont instruites par l'ARS ou par les services communaux d'hygiène et de santé que nous avons dans le département. Je pense que je n'irai pas plus loin sur la présentation et du coup, on peut prendre des questions si vous en avez. Le partage pour
Bah, s'il n'y a pas de questions, du coup, on va peut-être continuer. Il faut peut-être continuer. Donc, aucune question sur les polices. Est-ce qu'il y a peut-être des maires qui sont présents aujourd'hui, qui ont conduit ces procédures, ont rencontré des difficultés, veulent témoigner, ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Euh, oui, moi j'avais une question par rapport justement au rôle du maire, parce qu'on a un problème, nous, c'est pas tout à fait problème de logement, mais c'est plutôt de l'habitat léger, quoi. On a des problématiques des gens qui s'installent en habitat léger. Je pense que c'est une problématique qui doit exister dans toutes les communes rurales. Et dans quelle mesure on est obligé de l'intervenir, sachant c'est une décision volontaire des gens de s'installer de cette manière, et on tombe sous le coup clairement d'un habitat indigne parce qu'il y a des problèmes sanitaires, etc., quoi. Donc c'est un peu en marge de votre sujet, mais voilà, moi c'est ce qui me préoccupait un peu. Non, bien sûr, en fait, enfin, si je comprends bien, quand on parle d'habitat léger, on est plutôt face à des phénomènes de cabalisation, c'est ça? Enfin, la législation, là, en la matière, c'est plutôt une législation d'infraction aux règles d'urbanisme, en réalité, sur laquelle on peut aussi vous accompagner en DDTM. Oui, oui, non, mais vous avez totalement raison, monsieur le sous-préfet. Il y a un sujet qui est un sujet d'occupation illégale d'un terrain qui n'est pas à vocation urbaine sur votre territoire. Donc, ça, c'est la première, on va dire, la première façon de lutter contre l'installation d'habitations qui, comme vous le dites, Madame le maire, auront des difficultés à être connectés à l'eau potable, auront des difficultés à être connectés à un réseau d'assainissement. Donc, il y a à la fois un problème pour les résidents et à la fois un problème pour la collectivité. Et Complètement, oui. je parle pas du branchement sauvage, plus ou moins licite sur les réseaux d'électricité. Euh, donc il y a un double sujet. Alors pour cela, c'est pas le même service que Madame Colson, mais nous avons un service du contentieux pénal de l'urbanisme qui peut accompagner les élus dans l'exercice de leur pouvoir de police du maire pour la rédaction des PV en matière d'urbanisme. Ouais, 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 mais enfin, là, moi, je me plaçais sous l'angle du secours à la personne, quoi, quelque part, hein, parce que il y a des situations, les personnes, elles sont plus ou moins conscientes de ça, et plus quel est notre rôle au titre de l'obligation de secours à la personne dans ces cas-là, quoi. Parce Non, que, mais excusez-moi, cher collègue, mais comme ça a été dit, on est plutôt sur des règles, des infractions aux règles d'urbanisme. Et hmm. donc, ça sera sur un champ un petit peu différent. Oui, Hein, oui, mais sur je comprends bien, ouais, que c'est voilà. en marge de la. Hmm. Ouais, D'accord. ouais, Après, ouais. juste peut-être pour terminer sur ce sujet, la conduite de telles procédures, enfin, l'urbanisme pénal n'empêche pas derrière d'avoir aussi un accompagnement social. D'ailleurs, du reste, il est régulièrement réalisé en lien avec vos CCAS qui vont en disposer, en lien aussi avec les services du conseil départemental, en lien aussi avec l'opérateur qui s'occupe du SIAO. Naturellement, quand on a vocation à aller déloger une famille qui est sur un logement qui n'a pas à être là parce qu'on est dans de la cabalisation, on ne fait pas ça de manière sèche, on cherche des solutions, des voies et des moyens pour faire de l'accompagnement et du relogement ou au moins de l'hébergement pour les personnes concernées, particulièrement quand il s'agit de familles avec des enfants. Voilà, c'est des choses qui peuvent être prises en compte, qui sont prises en compte. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les polices de la LHI? Ok. On peut peut-être passer à la partie suivante, Marianne. Donc là, on va parler des moyens financiers que peuvent mobiliser les collectivités en cas de problème de LHI. Donc le premier, c'est le FARU, c'est le Fonds d'aide pour le relogement d'urgence. C'est une subvention qui est accordée aux communes et établissements publics qui ont dû reloger ou héberger d'urgence des personnes occupant un immeuble d'habitation dangereux ou interdit d'accès, ou exécuter des travaux permettant d'interdire un accès à des locaux. J'ai juste un point d'alerte sur cette subvention. Elle doit être remboursée à l'État dès que le propriétaire a payé la collectivité. Pour pouvoir demander une subvention par rue, il faut au préalable qu'il y ait eu une mesure de police qui ait été mise en place. Alors que ce soit la police spéciale dont on parlait tout à l'heure, la mise en sécurité, ou une mesure d'urgence ponctuelle, de la police générale avec un arrêté d'extrême urgence interdisant l'accès à des locaux,
où, à titre exceptionnel désormais, en cas de catastrophe naturelle, la circulaire qui est sortie récemment nous précise que c'est d'abord les assurances qui doivent jouer leur jeu et que le FARU n'est mobilisable qu'en dernier recours pour ce type d'incident. Il y a quand même quelques conditions à remplir. Ne sont subventionnables les dépenses que vous avez réellement acquittées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander une subvention FARU pour un hébergement dans un logement qui vous appartient ou si vous avez fait faire les travaux de condamnation en régie. L'hébergement, il est pris en charge que dans la limite de 6 mois maximum. Et on n'est que sur le loyer pur. On ne prend pas en charge l'électricité ou toute autre charge annexe. La demande de subvention, elle doit être transmise dans un délai de 12 mois après la prise de l'arrêté. Et le taux de subvention, il varie en fonction de la police engagée. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu général. Moi, je tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, la circulaire, nous l'avons. Donc, je peux vous l'envoyer et vous puissiez vous prendre connaissance de manière plus complète. Donc, la procédure, c'est la DDTM qui instruit les demandes. Et donc, il y a des modèles de formulaires qui sont joints en annexe de la circulaire. Maintenant, on va passer sur les crédits de l'ANA. Oui. Bonjour à tous. Donc, quelques mots effectivement sur les aides que l'ANA peut mobiliser, que vous pouvez mobiliser à travers l'ANA pour traiter les situations d'habitat indigne ou dégradé. Donc, sur la petite flèche que vous avez sous les yeux, elle permet de visualiser des niveaux d'intervention qui peuvent être différents, suivant la complexité, j'allais dire, des situations, et le recours ou non à des procédures administratives, soit semi-coercitives, soit coercitives, pour les cas de figure les plus complexes. Donc, je pense que tout le monde connaît de près ou de loin le fonctionnement et les financements de l'ANA. Donc, sur la partie gauche là, du schéma, simplement, on rappelle que l'ANA peut intervenir. C'est dans la majorité des cas comme ça que ça se produit de manière incitative pour aider des propriétaires ou occupants ou bailleurs ou des copropriétés à réaliser un certain nombre de travaux d'amélioration de l'habitat. Donc ça, c'est de l'incitatif pur. Donc à travers notamment des opérations programmées d'amélioration de l'habitat conduites par les collectivités. Ça, c'est un premier volet sur lequel finalement l'intervention, on va dire, forte est relativement plus limitée. Le deuxième bloc sur la flèche, le semi-coercitif, vise finalement les cas de figure où vous pourriez être amené à intervenir en travaux d'office, en substitution de propriétaires qui ont l'obligation de réaliser des travaux à la suite d'une procédure administrative et qui ne le font pas. On verra après que dans ces cas de figure-là, il y a un certain nombre d'aides, enfin, il y a une aide de l'ANA qui est mobilisable. Et dernier cas de figure qui est le plus lourd, le plus complexe, qui est du coercitif pur, qui consiste à venir intervenir, à faire en sorte que la puissance publique intervienne de façon lourde sur des îlots d'habitat dégradé au travers de procédures de résorption de l'habitat insalubre, RHI, ou d'opérations théoriques qui sont finalement un peu dans la même philosophie, mais permettent d'intervenir sur des situations un peu moins dégradées que la RHI soutenue. J'y reviendrai un petit peu après. Donc sur les travaux d'office, donc je disais à l'instant, en cas de carence d'un propriétaire mis en demeure par l'autorité administrative de réaliser un certain nombre de travaux de remise aux normes, on va dire, de son logement, mais la collectivité peut se substituer, même doit se substituer. Et pour ce faire, elle peut bénéficier d'aides de l'ANA qui sont à hauteur de 50%, voire jusqu'à 80% lorsque le bien se situe dans le secteur d'une opération programmée.
Donc, c'est un levier quand même financier intéressant pour aider les collectivités à faire en sorte que les situations ne se dégradent pas davantage et que même en cas de carence d'un propriétaire, finalement, la situation on va dire d'indignité, hein, on parle souvent d'indignité dans ces cas-là, puisse se résoudre. J'ai pas une vision très exhaustive de la sollicitation des collectivités sur ce type de financement, mais je pense que c'est assez faible. Donc ça veut dire effectivement c'est pas connu, mais on est évidemment à votre disposition pour le mettre en œuvre dès lors que vous aurez connaissance de ce genre de situation. On y reviendra peut-être après, Bruno, puisque tu as présenté la diapo suivante, mais la question c'est est-ce que c'est pas connu ou est-ce que c'est complexe? Peut-être que Marion, vous pourrez nous éclairer dans le cadre de l'échange, que ce processus est complexe, parce que finalement c'est relativement simple, mais méconnu, je pense que ça mérite l'échange a posteriori. Absolument. Absolument. Alors, sur les opérations sur le volet coercitif, donc on fait bien le distinguo entre, en termes de procédure, hein, même si les philosophies sont les mêmes, entre ce qu'on appelle la hiérarchie et le tirori. Alors, c'est des noms barbares qui sont vraiment de la terminologie ANA pure. Il ne faut pas être effrayé par la terminologie. C'est quoi la hiérarchie ou le théorie, hein? C'est la volonté d'intervenir de façon globale sur des îlots d'habitat dégradé. Donc, en général, dans des centres anciens, qui peuvent faire l'objet de procédures. Hein. C'est des interventions qui viennent souvent en accompagnement d'OPA RU ou dans des secteurs qui sont déjà bien identifiés pour connaître des situations d'habitat indigne. Ça suppose évidemment une stratégie globale de traitement de l'habitat ancien, dégradé, et une organisation spécifique et des moyens évidemment derrière. Les deux cas de figure en fait s'expliquent par simplement un critère de dégradation de l'habitat. On parle de RHI quand on est sur des situations, on va dire, simplifiées d'insalubrité irrémédiable, de situations, on va dire, les plus graves, et de thyrorie lorsqu'on est sur des situations d'habitat avec une insalubrité remédiable, ou dans les deux cas de figure, hein, du péril, de l'ex-péril, puisqu'on ne parle plus de péril désormais. Donc l'objectif, c'est bien de financer de façon globale par l'ANA un traitement de l'habitat indigne sur des îlots complets, ce qu'on appelle du recyclage, c'est-à-dire in fine, à la place d'un îlot d'habitat dégradé, on va produire soit du logement neuf, complètement neuf, hein, une reconstruction complète, démolition, reconstruction, soit de l'habitat réhabilité, on va dire du sol au plafond. Et donc, en fonction de la situation, donc évidemment, et des frais qui sont consécutifs aux situations d'habitat dégradé, les financements de l'ANA vont varier de 70% du déficit d'opération en RHI à 40% du déficit d'opération sur le thyroïde, avec en plus une prise en charge des coûts, on va dire, sociaux, à la fois de relogement et d'accompagnement social des ménages. Parce que dans ces cas de figure-là, évidemment, il y a besoin de nécessité de relever les ménages concernés. Bon, voilà très rapidement pour ces exemples. Alors là, pour le coup, on a quelques cas de figure hein, d'opérations de RHI qui peuvent être en cours dans le département du Gard. Il y a un certain nombre de départements, y compris les départements de la région, qui utilisent de façon assez régulière ce type de procédure. Mais encore une fois, ça nécessite évidemment une stratégie globale d'intervention sur un tissu ancien dégradé. Et puis, dernière situation qu'on peut être amené à rencontrer, ce qu'on appelle la hiérarchie bidonville. Donc là, alors le financement de l'ANA est jusqu'à 100% du déficit de l'opération.
Là, on vient traiter des situations plutôt, on va dire, d'insalubrité liées à des occupations précaires hein, sur voilà, des constructions de très faible qualité, voire de l'occupation, là aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un peu, de choses un peu sauvages ou illicites. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on voulait dire sur ces outils. Et là aussi, on reste à votre disposition pour aller plus loin. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des conseils ou de l'accompagnement. Alors évidemment, il y a des phases d'études hein, qui permettent de savoir où on va, des phases de faisabilité, et puis des phases voilà, d'évaluation financière hein, qui sont menées par les bureaux d'études hein, qui accompagnent les collectivités dans la conduite de ces procédures. Est-ce que sur ce volet-là, puisque tout à l'heure on disait qu'il y avait relativement peu de mobilisation des collectivités sur les dispositifs d'accompagnement de l'ANA, est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer par rapport à leur méconnaissance, mais en tous les cas leur connaissance des dispositifs, mais leur frein vis-à-vis de la complexité affichée? Ou est-ce que peut-être au niveau AMF, vous avez un retour de certains élus qui vous disent qu'ils sont en peine dans la connaissance des dispositifs ou en peine devant leur mise en œuvre? Non, Philippe Ribaud, les élus ne se tournent pas forcément vers nous dans ce domaine-là, mais c'est clair que ce sont quand même des situations un petit peu complexes. Je sais que nous, à Saint-Privat-des-Vieux, on a eu à utiliser les procédures. Je parle sous le contrôle de mon adjointe qui est présente en visio. Et on est bien accompagné à la fois par les différents services CAF, ARS, des DTM. Mais la première fois, c'est pas simple. C'est pas simple. Et la difficulté, c'est de détecter les situations aussi. Oui, effectivement, D'inciter les gens à se tourner vers nous. Souvent, les situations, alors vous les connaissez, les situations d'habitat dégradé, hein, ou les îlots, qui manifestement sont dans des situations qui justifieraient des interventions lourdes de ce type-là, qui sont connues, mais c'est vrai que souvent, on va dire la phase d'analyse un peu plus fine et ce qui permet peut-être d'engager au moins la première étude de faisabilité se passe dès lors qu'on est dans une configuration où la collectivité souhaite s'engager sur une OPA ou une OPA RU. C'est là où on commence à faire les premières études un peu fines des situations et où finalement ça va déclencher peut-être derrière, oui, l'engagement vers une procédure coercitive de ce type-là. Sous réserve qu'il y ait des procédures administratives aussi en parallèle. Hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait des procédures administratives pour se placer dans le cas de figure de la hiérarchie ou du tyran. Mais l'élément déclencheur, souvent, c'est effectivement une étude préopérationnelle d'OPA, d'OPA-RU. On sait qu'on a des centres anciens dans le département du Gard sur des collectivités de taille moyenne qui pourraient rentrer en tout cas qui seraient pile poil dans la cible de ce type d'outils. Hein. Il y a des faubourgs, hein, des emprises qui sont dans ce cas de figure, on en connaît, il y en a qui sont en cours de traitement. Des îlots sur nombre de collectivités de taille moyenne, entre 5 et 10 000 habitants, hein, c'est un peu la cible, voire au-delà. Hein, il y a des exemples qui sont connus au niveau régional ou national. On sait que, par exemple, la ville de Cahors est beaucoup impliquée là-dessus, le Puy-en-Velay. Voilà, ce type de communes qui sont un peu emblématiques de ce qui se fait en matière de RH. Donc, si je résume un peu ce que tu dis, Bruno, c'est que les communes qui, autour de la table, ont déjà des OPA, ont a priori déjà des éléments de connaissance pour conduire des actions à la fois coercitives et à la fois des accompagnements financiers et de mobilisation des aides de l'ANA, que ce soit sur le dispositif RHI ou Tirori. Mais par contre, la question se pose pour les communes qui n'ont pas, on va dire, on va dire l'opportunité ou même la capacité de conduire une OPA parce qu'elles sont de petite taille. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans ce cas-là? Je ne sais pas si Madame Lebeau, pour la commune de Dourby, est-ce qu'elle
elle peut lancer une OPA si elle a identifié dans son village quelques logements pour lesquels elle suspecterait de l'habitat indigne. Au-delà de partir sur des grosses opérations, il y a aussi la question du signalement individuel. Aujourd'hui, ça fait partie de la dernière partie, on va vous présenter le guichet unique des signalements. C'est un lien étroit que l'on tente de créer entre le guichet unique qui est aujourd'hui porté par la CAF et les collectivités. Vos concitoyens, en général, ils vont se tourner vers la mairie pour signaler des problèmes qu'ils ont dans leur logement. Et c'est ces signalements qu'il faut arriver à faire émerger. C'est tout le lien de relation aussi avec les travailleurs sociaux qui ont connaissance de certaines situations. Là, prochainement, va être organisé des présentations de l'action LHI auprès des travailleurs sociaux du département. Ça commence le 28 novembre. C'est quelque chose qui avait déjà été fait dans le temps, que l'on refait régulièrement parce que les gens tournent, changent de poste. Et l'intérêt, c'est d'essayer de rappeler ce que c'est que la LHI et qui on peut saisir, qui on peut mobiliser lorsqu'on est face à une situation d'habitat indigne, quel que soit le niveau de dégradation. Sur les aides de l'ANA, c'est vrai que ce dont on a parlé là rapidement, hein, on est sur des politiques urbaines, hein, des stratégies d'intervention lourdes. Donc ça nécessite une règle. Ça veut dire qu'en amont, on a réfléchi, les collectivités ont réfléchi à leur stratégie en matière de traitement de l'habitat, d'évolution de leur centre ancien. Voilà, ça nécessite quand même une approche globale, structurée des études. C'est pas utilisé de façon massive partout, quand même quelque chose d'assez spécifique. Contrairement aux aides de l'ANA, les premières que vous avez présentées sur les travaux d'urgence. Il y a la diapo d'avant de Rachid. Ah, je vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat, par contre. Le chat. Le maire fait ce sentiment d'éloignement des procédures. Mais c'est précisément l'objectif de cette réunion que de vous en rapprocher, Madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres élus ou agents de collectivité qui souhaitent intervenir? Non, et Philippe Ribaud à nouveau. Je pense que bon, les OPA, je ne sais pas combien il y en a sur le département, mais à mon avis, il doit y en avoir assez peu. Et la quasi-totalité des élus qui sont là autour de la table aujourd'hui, je ne pense pas que les communes puissent être concernées par des OPA. Donc il faut être très, très, à mon avis, pragmatique, concret et essayer de nous apporter les clés pour faire face aux situations du quotidien qui sont souvent qui se présentent de manière ponctuelle sur 1, 2, 3 logements dans nos petits villages. C'est tout l'enjeu du rapprochement du guichet unique. Madame. Allez-y. Vous avez la parole, allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour, Madame Arcangeli à la mairie de la Grand-Combe. Je voudrais vous porter le témoignage d'une opération de demande de subvention à l'ANA qui a duré quand même 2 ou 3 ans pour un habitat vraiment dégradé. Nous avons dû reloger le couple. Et donc après, c'est vrai que l'aide de l'ANA était très importante, mais on s'est retrouvé à la fin du dossier avec tout le monde avait été bien accompagné comme il faut, tout a presque déroulé comme il faut. Et nous sommes arrivés à la fin avec reste à charge trop important pour la famille. Donc, nous nous retrouvons avec une famille relogée, avec toutes les aides possibles et inimaginables de la commune et des assistantes sociales. Mais nous avons toujours la maison abîmée au centre d'un village. Et voilà les situations qu'on peut rencontrer dans une ville de 5000 habitants. Et ça, c'est une situation, mais on en a au moins 3 ou 4 là-dessus. Individuellement, on peut faire des choses. Et quand on connaît les propriétaires, quand on arrive à les contacter, mais dès lors que les successions ne sont pas faites ou que les propriétaires à la moitié habitent à l'étranger, on est bloqué complètement administrativement.
Voilà. Je pense que vous parlez de la situation qui a été vue par le PNJ. Oui. Oui, oui, Bon, c'est ça. alors là, une tentative de mobilisation des aides de l'ANA en place, ainsi que vraiment sur le soutien à la famille. Il y a une OPA en cours de réflexion dans notre secteur qui permettrait éventuellement de traiter plus globalement au niveau du dos. C'est une réflexion qui doit être menée dans le cadre de l'étude qui est en cours. La maison ne rentre pas dans le cadre de l'îlot concerné par l'opération à H. J'avais pas eu l'info. Après, il existe des procédures, mais qui viennent encore au mairie. Je suis désolée. Il y a des procédures pour les biens manifestement en état d'abandon ou des choses comme ça, qui peuvent être mobilisables par les communes, qui, au travers de procédures de prévention, peuvent acquérir des biens pour pouvoir soit les réhabiliter, soit en faire un projet de ville. Oui, mais il faut encore que les villes aient des épaules assez larges pour financer toutes ces opérations de rénovation. Nous en sommes conscients. Donc, Voilà. ce qu'on peut peut-être essayer de faire, je me tourne vers Marion Colson. Peut-être qu'on voit si nous n'avons pas une petite fiche par l'ANA sur l'accès à cette aide simplifiée de l'ANA hors RHI, hors Théroville. Le slide d'avant, on a une fiche comme ça déjà? Alors, je pense que Lucie en a une, mais au-delà de ça, la famille, elle a été accompagnée par l'opérateur Thales Agglomération pour le montage du dossier. Donc, il y a eu vraiment quelque chose de mis en place. Non, je ne pensais pas sur le cas d'espèce qui est évoqué par la Grand Courbe. Hein. Je pensais plus de manière générale par rapport à l'hésitation où les gens s'autocensurent quand ils se disent ça va être trop compliqué, le processus à suivre, les gens s'autocensurent. Donc, peut-être qu'on a un support, je ne sais pas si à la ville on l'a, ou peut-être que l'ANA l'a, ou si on a une fiche. Et si éventuellement on a une fiche un petit peu simplifiée, juste un petit logigramme avec quelques flèches et quelques cadres qui indiquent à l'élu, ben voilà, j'ai une situation d'habitat indigne, comment est-ce que je peux mobiliser des aides de l'ANA et qu'après je peux recevoir une subvention pour conduire ces actions-là. Là, on a le diapo qui déjà l'indique, mais peut-être que si on a une petite fiche qui peut être jointe, elle doit exister quelque part. Si elle n'existe pas dans le Gard, peut-être qu'elle existe au niveau national. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pardon? Oui, sur la partie aide de l'ANA, est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Okay. On avait le témoignage dans la discussion côté Mairie de Molière sur 16 sur la mise en place d'une OPH intercommunale, de ce que je comprends, effectivement, qui prend du temps, mais c'est aussi au regard de ce qu'a indiqué Bruno Gourmand tout à l'heure, à savoir que ces projets sont quand même des projets très structurants, demandent effectivement un certain nombre d'études, mais la connaissance fine qui est acquise derrière du parc permet effectivement, et c'est intéressant, de mobiliser des instruments financiers, des soutiens financiers de l'ANA qui sont quand même conséquents. Donc, on peut concevoir, d'ailleurs, c'est aussi le sens, je crois, de la remarque précédemment faite par la rencontre, que parfois les dossiers prennent un peu de temps à être instruits, mais en même temps, la complexité de la matière justifie que ce temps soit pris. En tout cas, à terme, on a vocation à pouvoir vous accompagner financièrement pour les situations qui le méritent. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur la partie aide financière? Laisse reprendre la main pour la troisième partie. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter deux dispositifs de prévention comme évoqué en introduction par Monsieur Ness. Donc, je vais vous parler du permis de louer et du diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectif. Pour commencer, donc, sur le qu'on appelle communément permis de louer, c'est un dispositif de prévention qui a été mis en place par la loi ALUR et qui poursuit notamment deux objectifs, dont celui d'améliorer la connaissance du parc locatif privé sur un territoire et aussi et surtout de prévenir la mise en location de logements qui pourraient porter atteinte à la salubrité publique ou à la sécurité de ses occupants. Ce dispositif peut être mis en place pour des logements qui sont mis en location ou en relocation
à usage de résidence principale et donc qui sont soumis à la loi de 89, ce qui exclut donc les logements du parc social et les logements conventionnés APL. Voilà, donc quand on parle de permis de louer, cela comprend deux dispositifs. Donc, un dispositif de déclaration préalable de mise en location, où dans ce cas, le propriétaire doit seulement déclarer chaque nouvelle mise en location. Et l'autorisation préalable de mise en location, où dans ce cas, le propriétaire doit effectuer et déposer une demande auprès de la collectivité avant chaque mise en location. C'est ce dispositif qui a majoritairement été mis en place par les collectivités gardoises. Il a l'avantage certain de permettre à la collectivité d'organiser une visite du logement avant de donner son ou pas son autorisation. Voilà, donc rapidement sur le déroulé, en commençant par le dépôt de la demande. Donc le propriétaire bailleur va déposer un document CERFA, accompagné donc du dossier de diagnostic technique obligatoire et qui comprend notamment le fameux DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui, je vous le rappelle, doit désormais être compris entre A et F pour que le logement soit considéré comme décent. Si le dossier est complet, la collectivité va délivrer un récépissé. Et si le dossier est incomplet, ce sera un accusé de réception. Lors de l'instruction de la demande, la collectivité va donc contrôler les pièces déposées et va pouvoir, donc comme je vous le disais, organiser une visite du logement pour vérifier si le logement répond bien aux normes de décence et ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants. Au terme d'un délai d'1 mois seulement, la collectivité va délivrer une décision. Et dans le cas où ce serait une autorisation, celle-ci devra obligatoirement être annexée au contrat de location. Voilà, donc c'est un délai assez court qui permet donc de ne pas bloquer les mises en location qui seront effectuées. Voilà. Donc dans le Gard, voilà, c'est une petite carte qui vous montre donc les 14 communes qui ont d'ores et déjà mis en place l'autorisation de mise en location. Et pour une oui, la déclaration de mise en location couplée à l'autorisation. Donc le diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectif, c'est un dispositif également de prévention qui a été mis en place plus récemment donc par la loi Habitat dégradé d'avril 2024 et dont les modalités d'application ont été précisées par un décret d'août 2025. Le but du législateur était d'intervenir vraiment en amont dans les cycles de dégradation des immeubles. Et un peu comme pour le permis de louer, lorsque la collectivité détermine un secteur ou repère un secteur au sein duquel un certain nombre d'habitats seraient dégradés ou dont le bâti serait menaçant, elle peut décider de mettre en place une obligation donc pour les propriétaires ou les syndics de délivrer et de faire établir ce diagnostic structurel. Donc, il concerne les bâtiments d'habitation collective uniquement et qui ont été construits il y a plus de 15 ans. Le diagnostic donc, sera valable durant 10 ans. Et donc, le périmètre des secteurs concernés sera annexé au plan local d'urbanisme si la commune en est dotée. Donc, lorsqu'est mise en place cette obligation, les propriétaires ou les syndics auront 18 mois pour transmettre le diagnostic à la commune. Dans le cas où le diagnostic ne serait pas transmis, le maire a la possibilité de faire réaliser d'office et aux frais du propriétaire ou du syndic ce diagnostic. Dans les copropriétés, cette obligation va être considérée comme étant satisfaite dès lors que la copro aura établi un PPPT, donc un plan pluriannuel
de programmation de travaux, merci, qui est également valable 10 ans. Voilà. Si vous avez des questions. Je me permets juste une précision sur le permis de louer. Aujourd'hui, la visite dans les textes, elle n'est pas obligatoire. Toutefois, le dossier technique seul ne permet pas de voir si le logement ne présente pas de problème de sécurité ou de non-décence. C'est pour ça que l'on conseille effectivement vivement aux communes de mettre en place, d'organiser des visites systématiques. Est-ce que autour de la table, enfin autour de l'ordinateur et de la visio, je sais qu'il y a des communes qui ont mis en place le permis de louer. Alors je ne vais pas ressolliciter notre élu de la Grand Combe, mais il y a d'autres. Je sais qu'autour de la table, il y a d'autres collectivités qui ont mis en place et qui pourraient éventuellement témoigner sur on va dire la vertu et l'intérêt de la mise en place de ce permis de louer et d'éventuelles difficultés. Oui, si je peux intervenir, Martine Magne pour la commune d'Alès. Oui, allez-y. Bonjour. Donc, merci beaucoup. Nous l'avons mis en place sur 2 quartiers, le Faubourg du Soleil et sur le quartier de Rochebelle. Ce qui a été important, nous avons fait une communication importante avant de le mettre en place, où nous avons fait une réunion avec tous les propriétaires concernés, les notaires, les agents immobiliers, et surtout ce que nous faisons quand il y a une demande d'autorisation de mise en location, on demande au propriétaire, on lui propose, avant de déposer son dossier, de faire une prévisite et de lui donner toutes les instructions. Et là, ça nous aide énormément pour qu'on soit positif dans le dispositif qu'on a mis en place. Par contre, il est vrai que sur le quartier de Rochebelle, on a un peu plus de difficultés, mais on va mettre des actions supplémentaires en place là dans ces prochains mois. Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, c'est un dispositif, je crois que c'était la commune de Vauvert, la première à l'expérimenter. Voilà, ils ont joué un peu le curseur, je crois qu'ils sont présents aujourd'hui et on les en remercie. Et l'information a plutôt bien circulé aussi au regard des objectifs qui ont été atteints par les communes qui se sont engagées les premières. Voilà, donc, pour les communes qui ne sont pas encore engagées dans le permis de louer, qui doutent, n'hésitez pas. Alors nous, on peut prendre des questions, mais vous pouvez aussi échanger avec vos collègues des communes là, dont ont été indiqués sur la carte, aussi pour avoir leur retour d'expérience, comment ils l'ont manié dans un projet urbain plus global et quels étaient les effets qu'ils en attendaient et les effets qui ont été produits. Ouais. Oui, j'ai oublié de préciser, mais Marion Colson parlera un peu plus en avant. Nous avons développé un club des collectivités territoriales qui ont mis en place le permis de louer. Et donc, c'est un espace qui permet aux collectivités qui souhaiteraient justement faire des retours d'expérience ou poser des questions et avoir des éléments pour mettre en place plus facilement le dispositif. Voilà, si vous êtes intéressé pour faire partie de ces réunions ou intégrer donc, un espace plateforme numérique de réseau, vous pouvez vous rapprocher de Madame Colson. Également, la CAF peut vous accompagner dans la mise en place de votre permis de louer, puisque une fois que vous avez mis en place le permis de louer, nous avons la possibilité de vous proposer une convention qui nous permet tous les mois donc, faire un requêtage sur le périmètre concerné afin de vous donner, dans le cadre du RGPD, des ouvertures de droit sur le secteur concerné. Cela est mis en place sur 7 communes avec lesquelles nous avons conventionné, qui permet d'échanger les ouvertures de droit afin qu'ils puissent mieux appréhender l'application. Détecter des mises en place. Oui. Alors, il y a une question. À la Grand Combe, nous avons donc en place le permis de louer.
Nous en sommes vraiment satisfaits parce qu'on a fait un travail aussi vers les propriétaires en leur signifiant dans le courrier que nous leur avons envoyé, on leur a bien signifié que ça valorisait leurs biens aussi, non content d'améliorer l'habitat, la qualité de l'habitat. Et pour la convention avec la CAF aussi, nous l'avons signée. Et nous remarquons qu'il y a quelques logements qui ne sont pas passés par le permis de louer. Et à part de leur d'écrire aux propriétaires, nous n'avons aucun autre levier pour inciter le propriétaire à faire les aménagements qu'il faut. Il existe une procédure d'infraction au permis de louer. Donc, avant la loi Habitat dégradé de 2024, c'était le préfet qui la mettait en œuvre. Depuis la loi d'avril 2024, c'est les communes qui sont chargées de la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous détectez une mise en location non déclarée, moi, je vous conseille de faire d'abord une mise en demeure pour régularisation et ensuite, vous pouvez engager une procédure d'infraction en mettant une amende au propriétaire. Mais ça, c'est sûr, ça, on sait très bien à la Grand'Com qu'on peut mettre des amendes, des procédures financières pour toutes les infractions qui sont en place. Mais on se retrouve de nouveau, nous, à faire des actions coercitives vraiment importantes. Mais pour le positif du permis de louer, on a remarqué que nous avions beaucoup moins de réclamations sur l'état des logements. Voilà, à notre pôle logement, on a beaucoup moins de remarques sur l'état du logement, ce qui laisse supposer que les nouveaux locataires sont satisfaits de leur logement, donc le permis de louer porte ses fruits. Voilà, et pourtant, les communes qui étions contre cette intrusion chez les particuliers, mais on a pensé que c'est la seule façon de voir l'état des logements avant de les louer. Voilà, et j'incite les communes à le faire. Peut-être un peu intrusif sur la propriété, mais c'est d'abord et effectivement d'ailleurs pour garantir la dignité d'habitation des propriétaires. Donc, on peut admettre ça. Juste sur la question, je comprends bien le fait que vous ne souhaitiez pas passer par des procédures collectives. Toutefois, si effectivement vous avez quelques cas avec des personnes qui, en dépit de relance, ne respectent pas les obligations du permis de louer, ça vaut peut-être la peine de gratter, on peut le faire ensemble, parce que ça peut être aussi un propriétaire indélicat. On est sur marchand de sommeil, quelqu'un qui est rétif à une police administrative telle que celle-là, qui essaye de dissimuler ce qu'il est en train de faire et dans ce cas-là, c'est pas juste de la négligence, mais c'est intentionnel. Donc là, on peut aussi réfléchir à peut-être un peu plus proportionné, notamment en discutant avec les parquets. Il y avait une question qui était posée par la mairie de Conques, comment recouvrir les frais engagés par la commune au nom des propriétaires lorsque ceux-ci n'ont pas les ressources nécessaires? Alors, la réglementation, elle est classique, c'est l'émission d'un titre de perception et l'inscription possible au syndic aux hypothèques de la créance de manière, alors ce ne sera pas un retour immédiat, bien sûr, mais ça permet de garantir la créance le jour où il y a une vente. C'est pas une réponse extrêmement satisfaisante, mais elle est pragmatique, nous dirons. Juste une petite précision sur le permis de louer pour mémoire. La réglementation prévoit que c'est l'EPCI qui l'instaure et qui peut en déléguer la gestion à la commune. Donc, c'est bien une création du permis de louer par une délibération de l'EPCI. Sur demande de la commune. Et la commune n'est pas... Et après, c'est des négociations au sein de la collectivité sur la gestion du dispositif. Aujourd'hui, dans le Gard, l'ensemble a compris la gestion de leur dispositif.
les EPCI ont délégué la gestion à toutes les collectivités. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou témoignages sur les outils de prévention? Ok, alors on vous repasse la main pour la dernière partie pour vous présenter le fonctionnement du pôle. Donc là, on va faire une présentation à deux voix. Je vais commencer et ensuite, M. Bélia présentera le guichet unique. Donc, juste une petite infographie pour vous montrer, résumer le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, ses missions, les instances que nous avons créées et les acteurs et partenaires. Donc, comme ça a été dit en introduction, le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, il est présidé par le sous-préfet référent LHI. Il est animé par la DDTM et je dois le dire avec l'appui technique de l'ARS. Nous avons régulièrement des réunions d'échange avec l'ensemble des partenaires, ce qui nous permettent de prendre des décisions et d'orienter au mieux les procédures. Donc, l'émission principale du pôle, c'est de coordonner et d'accompagner les acteurs et partenaires dans le recueil et le suivi des signalements et dans l'organisation du traitement des signalements et le suivi des arrêtés préfectoraux, mais également de mise en sécurité. Encore une fois, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans les procédures que vous mettez en œuvre, y compris dans les suites à donner aux arrêtés que vous avez pris. Nous avons un plan d'action triennal. Donc, comme M. le sous-préfet vous l'a dit en introduction, il a été renouvelé courant 2025 pour la période 2025-2027. Et l'un des objectifs principaux de ce pôle, c'est d'accompagner les collectivités et de créer du lien encore plus avec les collectivités, d'où la réunion d'aujourd'hui. Donc, les instances du pôle, vous avez le guichet unique, qui est la porte d'entrée, qui est animée par la CAF, et la CAF vous le présentera ensuite. Notamment, en appui du guichet unique, on a déployé dans le département la plateforme Signal Logement. Et il existe aussi un numéro national Info Logement Indigne qui renvoie vers les juristes de la DIF du département du Gard pour les logements dans le Gard. Nous avons ensuite des réunions de suivi des procédures d'insalubrité ou de mise en sécurité, les groupes de travail incurie et le réseau des collectivités portant un permis de louer. Donc, ce que vous disiez, Madame Métaux, tout à l'heure, nous essayons de fédérer les collectivités pour qu'elles puissent échanger entre elles. Nous avons créé une plateforme via Resana sur laquelle se trouve la réglementation, une foire aux questions et un guide sur la mise en œuvre des infractions, notamment. Voilà. Donc, c'est un panorama du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Donc là, on va passer au guichet unique. Voilà, donc depuis 2007, nos prédécesseurs avaient mis en place à l'époque ce qu'on appelait le guichet unique. Donc c'est une particularité de la CAF du Gard, puisque tous les CAF ne sont pas organisés pareil dans tous les départements. Donc à la CAF du Gard, donc, il existe un pôle logement, donc qu'on peut saisir par courrier, par mail, téléphone, souvent. Et donc, on prend en compte des signalements pour la non-décence, mais maintenant pour le mal logement. Et dans ce cadre, avec la DDTM, nous avons développé un nouvel outil qui s'appelle Signal Logement. Auparavant, c'était Histologe, pour ceux qui connaissent peut-être, qui en avaient entendu parler. Et ils ont changé de nom, donc c'est la même plateforme, Signal Logement, il n'y a que le terme qui change. Donc, cette plateforme, je ne sais pas si Marianne, tu le développeras après, peut-être, cette plateforme, c'est une plateforme assez facile qui permet aux locataires ou notamment aux locataires de signaler ces problématiques. Donc, c'est maintenant un outil qui est utilisé pour, on va dire, 90% des signalements, bien qu'on prend encore des signalements par mail ou de façon plus traditionnelle, je veux dire. Donc, c'est une plateforme assez facile d'utilisation. Elle peut être saisie, donc le locataire peut s'en saisir. Ça peut être également signalé la situation de difficulté peut être signalée par un tiers, que ce soit quelqu'un de sa famille, un travailleur social également. C'est pour ça qu'on fera des informations en ce sens un peu plus tard avec les autres partenaires. Donc, le signalement, il atterrit sur la plateforme. Derrière la plateforme, il y a en fait le pôle logement de la CAF et également la DDTM. Nous sommes nos co-administrateurs. Donc, nous voyons l'ensemble des signalements et ces signalements sont ensuite présentés pour étude à la commission pour le logement décent qui se réunit une fois par mois à la CAF avec les autres partenaires. Dans ce cadre-là, donc ensuite on définit l'orientation du dossier pour une la prise en charge la plus efficace. Donc il y a du parc privé, du parc social,
Nous, au niveau de la CAS, si vous voulez, on intervient dans le cadre de la vérification des logements au niveau du parc privé, en basant sur le décret d'essence de 2002. Donc, on réalise également en interne et avec notre prestataire urbaniste, que certains connaissent peut-être, des visites à domicile pour faire des diagnostics des logements. À ce titre, justement, les mairies reçoivent une information, les informant de la visite. Et également au niveau de signal logement, ce qui est demandé, l'idée aussi maintenant, c'est d'où cette visio, c'est de vous associer, d'associer les mairies en tant que partenaires. Donc, il vous sera après Marianne qui revient peut-être. Voilà, les maires sont invités donc par la CAF à participer au diagnostic, ce qu'on disait tout à l'heure, afin qu'ils puissent en parallèle engager une procédure, comme on disait, des règles d'hygiène et de salubrité sur leurs compétences réglementaires propres, en parallèle de la CAF, ce que vous avez le droit, le droit de faire. Et donc, à ce titre, si vous voulez. Comme je disais tout à l'heure, en théorie, la procédure non décence devrait être menée en parallèle d'une procédure au titre de vos pouvoirs généraux de police. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous a adressé un courrier dernièrement, vous proposant d'avoir un accès à Signal Logement, afin que vous puissiez prendre connaissance des signalements et vous en saisir. À ce jour, il n'y a que 7 communes pour demander un accès. Donc, les droits ont été ouverts et la CAF leur attribue les signalements au fur et à mesure. Avant le passage aux commissions. Oui. L'idée, si vous voulez, c'est de vous transmettre, dès qu'on valide, il faut valider le signalement, dès qu'on vous le valide, il vous est transmis pour information et ou traitement également l'information, que vous soyez au courant le plus rapidement possible des problématiques du logement. Ça peut être d'un naissance comme ça peut être des fois des risques de mise en sécurité, avec la nécessité d'intervenir rapidement. Alors, sur ce volet-là, avec la CAF, on a quand même un œil spécifique sur tous les signalements. Oui. C'est-à-dire que dès qu'un locataire ou un signalement a évoqué un problème de relève du bâti, je suis chargée de vous adresser un mail vous engageant à réaliser une visite sur place pour vous assurer qu'il n'y a pas de risque qui relèverait de la mise en sécurité. Alors, une petite précision pour information. 2025, on est à quasiment 590 signalements déposés via Signal Logement. Ça démontre que c'est un outil qui est plutôt bien, voire très bien approprié dans le département. C'est une mine d'informations précieuse pour nous, mais aussi pour les communes indirectement. On a déjà fait beaucoup de communication autour de cette plateforme qui a vocation à être connue de l'ensemble de la population. Notamment le préfet avait on a fait une conférence de presse de lancement, on avait envoyé la documentation. N'hésitez pas, on vous a remis un petit document de communication. Si c'est pas déjà fait, de laisser sur des petits prospectus, sur des affiches, dans les centres communaux d'action sociale, dans les mairies, parce que c'est important que l'existence de cette plateforme elle soit connue le plus largement possible, particulièrement s'agissant des populations les plus vulnérables, qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont les plus susceptibles d'être exposées aux situations de LHI. Voilà. Ensuite, au niveau du signal logement, et ils ont également développé ce qu'on appelle le club club signal logement, où c'est une réunion par visio, en général une fois par mois, à laquelle vous êtes invité à participer si vous le souhaitez, pour vous proposer l'appropriation du site. Si vous avez des questions également, vous pouvez remonter, éventuellement nous le faire remonter, qu'on pourra remonter plutôt. En fait, ce sont des clubs en fonction de typologie de partenaires. Donc, nous, en tant qu'administrateurs, on a des réunions tous les mois. Et après, ils organisent des réunions régulières. Là, ils en ont fait une avec les bailleurs sociaux, parce que nous, c'est la DDTM qui prend en charge les signalements de non-décence dans le parc social. Donc, on a fait le choix d'ouvrir des comptes à l'ensemble des bailleurs sociaux avec qui nous travaillons. Et du coup, il y a eu un club dernièrement pour les bailleurs sociaux. Donc, c'est les bailleurs sociaux identifiés dans la plateforme qui ont été invités et qui ont participé à cet échange. Voilà. Ensuite, donc à l'issue de la commission, si vous voulez, assez rapidement, une visite est organisée à laquelle vous êtes invité. Il y a un rapport, un diagnostic est établi. Ensuite, une phase de médiation s'engage avec le propriétaire pour l'inciter à faire les travaux. Et en parallèle, on met en place ce que la réglementation prévoit, c'est-à-dire éventuellement la suspension de l'aide au logement pendant 18 mois si le locataire bénéficie d'une aide au logement.
Et ensuite, lorsque les travaux sont réalisés par le propriétaire, il y a une visite de contrôle et cela permet également de lever on remet en place l'aide au logement et on reverse rétroactivement l'aide au logement qui éventuellement aurait été conservée par la CAF. Voilà. Sachant que la conservation de l'aide au logement n'est pas possible dans le parc social ou privé conventionné. Voilà. Juste une question, si vous me permettez, M. Delia. Parmi ces 600 signalements, grosso modo, est-ce qu'il y en a certains qui sont, on va dire, pas très appropriés, c'est-à-dire un peu fantaisistes? En gros, j'ai un tout petit peu d'air qui passe sous la fenêtre parce qu'il y a un joint qui est mal fermé, et auquel cas, ou parmi ces 600, il y en a 95% qui effectivement relèvent de problèmes de décence, d'insalubrité et d'autres. Et non, en général, c'est quand même, à part peut-être, je sais pas, 2-3%, mais 2-3%, mais sur la très grande majorité, c'est justifié, c'est justifié. De plus, ils ont la possibilité, la plateforme offre la possibilité de fournir des photos. Ça, c'est quand même des photos couleurs qui sont de qualité. Parce qu'avant, les gens nous faisaient passer des photocopies, c'était pas toujours facile. Là, aujourd'hui, ça permet de mieux se rendre compte de la situation. Et c'est très, très souvent justifié. donc ce chiffre-là, je ne sais pas, vous discutez avec les autres départements, c'est comme disait monsieur le sous-préfet, ça montre que c'est un outil qui est bien maîtrisé. Ça peut aussi montrer que la situation, comme vous le disiez en introduction, elle est quand même pas terrible dans le département, parce qu'on a quand même le département parmi les plus pauvres de France, parce qu'on a des problèmes de logement, etc. Et voilà, on se situe comment par rapport à notre taille de département? Est-ce que c'est finalement un pourcentage assez important, relativement faible? Alors, c'est une bonne question. C'est de colle, si c'est de colle, je m'excuse. C'est une bonne question, mais je pense qu'on n'a pas encore la réponse. Donc, je pourrais pas. Moi, je pense que l'augmentation, c'est ma simple analyse, c'est dû peut-être aussi à une meilleure information, parce qu'on a quand même communiqué, comme vous disiez, M. Niepce, sur la mise en place, le lancement de la plateforme. Et je pense que c'est un petit peu plus, peut-être que c'est un petit peu plus facile, parce qu'on peut l'avoir sur son smartphone éventuellement également. Donc, c'est un moyen, je pense, peut-être plus facile. Ou avant, il fallait faire la démarche de faire un mail, éventuellement téléphoner ou se déplacer. Et là, entre guillemets, on peut le faire de chez soi. C'est un peu plus facilement. Ensuite, effectivement, vous avez raison, ça fait une creuse au niveau des classes. Comment on se situe par rapport aux autres départements, ce jour? Ça, je peux voir. Non, par rapport à la situation intérieure, avant la mise en place de l'outil, le nombre de signalements n'a pas explosé non plus. Non, on redoutait également un petit peu cet effet de ne pas pouvoir, parce que absorber des moyens. Il y a une augmentation, je dirais, elle est légère, mais elle n'est pas non plus exponentielle. En fait, on avait connu une diminution des signalements au moment des confinements. Oui, et là, on est en train de remonter au nombre d'équivalents d'avant Covid. Et là, au-dessus d'avant Covid. D'accord. Très bien. Sur un signal de logement. Une question. Ouais. On finit peut-être sur la relation de PLH, puis on prend la question à la fin. Oui. Alors, une autre instance du PDHI dont on a parlé, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la commission de suivi des situations de l'insalubrité ou de la mise en sécurité. Donc, on se réunit une fois par mois avec l'ensemble des partenaires qui aujourd'hui font partie du pôle. Donc, ça peut être les communes, les porteurs d'opérations de l'amélioration de l'habitat, la CAF, la DIL, des travailleurs sociaux, pour échanger sur les situations qui sont en cours d'instruction ou pour lesquelles il y a déjà eu un arrêté de prix et pour échanger sur les suites à donner. Aujourd'hui, on a très peu de situations qui relèvent de la mise en sécurité qui sont évoquées en pôle partenarial. On les évoque en bilatéral par téléphone, alors soit les communes avec la DDTM, les communes avec l'ARS, mais c'est vrai que vous êtes invités, vous avez la capacité de nous solliciter pour qu'on puisse évoquer partenarialement une situation à laquelle vous êtes confrontés. L'intérêt des PLHI, c'est que du coup, on échange entre pairs sur des situations et voilà, ça peut amener des pistes de travail auxquelles on pense pas forcément en bilatéral. Cette réunion, elle se fait une fois par mois. En général, c'est le premier mardi du mois. Le calendrier du premier semestre 2026 est bouclé. Donc, si vous voulez que je vous l'adresse, n'hésitez pas à me le demander.
Une autre instance qui existe, c'est les réunions partenariales de travail de lutte contre l'incurie. Donc, les photos qui sont présentées ne sont pas des fakes, c'est des photos de situations qui ont été rencontrées dans notre département. Donc là, on est essentiellement sur des photos de ce que l'on appelle le syndrome de Diogène. Ce n'est pas la seule cause d'incurie. Donc l'incurie, étymologiquement, c'est une absence de souci de soi et un signe de perturbation de la santé mentale. C'est un état qui est à la croisée d'un état de souffrance physique et sociale, de dégradation de l'état de santé et de pathologie psychiatrique. Pour ce qui nous concerne, on s'occupe de l'incurie dans l'habitat. Et donc l'incurie dans l'habitat, c'est une personne qui occupe son logement de façon inadaptée, mettant en danger sa santé, sa sécurité ou celle de ses voisins. Dans le département, il a été fait le choix d'organiser des réunions partenariales sur la base du découpage du territoire du département. Le groupe de travail incurie est copiloté avec l'agence départementale pour le logement et l'hébergement et le logement, la DHL, et la DDTM. Il y a 3 à 4 réunions par an, donc c'est trimestriel. On réunit autour de l'écran, puisqu'elles se font en visio, l'ensemble des partenaires et acteurs qui interviennent autour d'une situation. Ça peut aller du mandataire à l'infirmier, à l'aide à domicile. Et on invite systématiquement les maires à participer à ces réunions d'échange parce que, au titre de vos pouvoirs de police, vous pourriez intervenir soit au titre de le code de l'environnement si on est sur un amas de déchets à l'extérieur, ou la police générale, et avec les CCAS aussi accompagner les personnes en difficulté. Quand on est en réunion d'échange, systématiquement, on va se poser la question de est-ce qu'il faut mettre en place le pouvoir de police ou pas, le risque étant de perdre le peu de liens qu'on arrive à créer avec les gens. Donc, c'est pas un pouvoir de police qu'on mobilise systématiquement. On se pose toujours la question de le mobiliser. Donc, il y a une fiche de signalement type qui doit être transmise via la plateforme Adulat. C'est la DHL qui récupère les signalements et les partage avec les partenaires. Peut-être là-dessus, moi, pour avoir discuté avec certains maires autour de ces situations-là, on sait que ce sont des situations qui sont parfois un peu désarmantes, parce qu'on a une personne qui, en face de soi, parfois ne voit pas de problème. Et très souvent, vous êtes informé de ces situations-là parce que le voisinage se plaint. Nous, on reçoit aussi des signalements de ce type-là en préfecture. Et vous pouvez parfois avoir le sentiment que vous n'avez pas beaucoup d'instruments à votre disposition, de vous sentir un peu isolé face à cette problématique. Donc moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous et à reprendre ces groupes de travail de manière à ce qu'on puisse essayer d'examiner ces situations-là en commun et qu'on puisse voir tout ce qu'il est possible de faire dans la limite de ce que la loi nous autorise naturellement. Et voilà, je sais pour avoir échangé avec certains d'entre vous que ça peut parfois être un peu source de souffrance ou de lassitude. Donc voilà, vraiment à votre disposition pour travailler sur ces situations-là qui, voilà, il y a des enjeux de sécurité pour la personne, mais aussi pour l'entourage. On a eu assez récemment dans une tour d'habitat collectif un incendie lié à ce qu'une personne voilà, avait un syndrome de Diogène à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du bâtiment. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux de sécurité parfois même assez forts qui se posent vis-à-vis de ces situations-là. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est des situations qui sont longues à traiter. Il faut savoir que dans le département, nous disposons d'une équipe d'Aller Vert qui est financée par l'ARS et par des fonds européens qu'a réussi à mobiliser la DHL. Donc, elle est composée d'un travailleur social et d'une infirmière de la Croix-Rouge française. Malheureusement, compte tenu des finances, on ne peut prendre en charge que 25 situations par an au titre de l'incurie. Mais ça permet parfois d'aller, quand on n'arrive pas à créer du lien avec la personne, de pouvoir envoyer cette équipe d'Aller Vert pour essayer de tenter un lien et de ramener la personne vers le droit commun. Les situations d'incurie, c'est quelque chose dont on ne guérit pas. Un syndrome de Diogène, on n'en guérit pas. Le but, c'est d'essayer de le stabiliser, de limiter les risques et les nuisances et de s'assurer de mettre en place un étayage pour éviter que ça ne redégénère. Donc en résumé, pas de baguette magique, mais il y a quand même la possibilité de vous accompagner. Donc ne restez pas seul face à ces difficultés-là. Si je suis un élu et que je suis un voisin et je constate que mon voisin est dans cette situation-là, je suis obligé de passer par la plateforme Adulacte, là, ou est-ce que via Signal Logement, je peux le faire? Oui. Vous pouvez le faire par Signal Logement, mais vous pouvez aussi aller voir votre mairie
Alors, en général, le maire, c'est quand même le premier contact pour les élus et pour les concitoyens de la ville. Oui, c'est pas moi qui vais dénoncer le voisin avec des photos à l'appui, c'est plutôt je vais aller signaler ça à mon maire ou à mon élu. Et lui, est-ce qu'il peut le faire via signal logement? Il peut le faire d'un Oui. signal logement, il peut aussi aller se rendre sur place, essayer de nouer un lien avec la personne pour voir ce qu'il en est réellement et ce qui se passe. Et mobiliser les travailleurs sociaux éventuellement, voir s'ils connaissent la personne. D'accord. Là, parce que la plateforme démarche à du lac, je trouve que le truc est un peu abscon quand même, mais puis ça fait encore une démarche de plus alors qu'on a dit qu'il y avait un guichet unique Oui. tout à l'heure, donc c'est juste une question de béotien. Oui, après, la situation, vous avez raison, je crois qu'on en a eu deux sur la plateforme, donc de situations qui potentiellement relèvent de l'incurie. Donc vous avez raison, ça, éventuellement. Et les voisins et autres, vous allez sur un signal logement. Le dernier signalement d'incurie qui est arrivé sur Histologe, c'est un bailleur social qui l'a fait. Donc moi, j'ai fait un mail à ce bailleur social en lui renvoyant la fiche de signalement et en l'invitant à aller déposer son signalement sur la ville. En mettant en copie la commune, le CCAS de la commune concernée, qui a l'information au niveau de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de l'animation, enfin de l'animation des actions du PDLHI? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Estelle Loco, CCS de la ville de Saint-Laurent-des-Gouzes. Moi, j'ai une question. On fait souvent face à des situations où les habitants sont réticents à faire un signalement parce qu'ils ont peur de perdre leur logement, parce qu'ils ont peur de perdre les aides au logement si les travaux n'étaient pas faits, et de ne pas retrouver une habitation assez rapidement. Donc, on a beaucoup, nous, de signalements qui n'aboutissent pas, finalement, parce que je sais pas, est-ce qu'on a des leviers pour les rassurer? Est-ce qu'on doit les envoyer quand même vers vous? Est-ce que s'ils font un signalement sur Signal Logement, ça aboutit forcément par la procédure ou est-ce qu'ils peuvent y renoncer à tout moment? Voilà. Ils peuvent y renoncer à tout moment. Sauf que si c'est engagé, c'est vrai que la CAF, elle ne va pas pouvoir arrêter une procédure sur un logement qu'elle a déjà constaté non décent. Effectivement, la perte des allocations, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est un peu l'effet pervers de la loi, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, si le propriétaire n'a pas fait les travaux, les aides sont définitivement perdues et le locataire se retrouve à devoir payer l'intégralité du loyer. Pour éviter ça, dans le Gard, il a été mis en place un dispositif que nous appelons la CPLD sociale, c'est-à-dire qu'au bout d'un an de médiation, la CAF et la DHL se mettent en relation pour que les travailleurs sociaux puissent accompagner la personne dans un relogement pour éviter qu'elle se retrouve à payer l'intégralité de son loyer. C'est une spécificité gardoise. Aujourd'hui, ça n'existe a priori pas ailleurs. D'accord. Voilà. Oui, la CPLD sociale est mise en place pour aussi un filet de sécurité. Ensuite, là, bon, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a une possibilité de renouvellement de ce qu'on appelle la mesure de conservation pendant 2 fois 6 mois, bon, sous condition. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop là, parce que c'est un peu technique après. Mais sinon, si le locataire paye son résiduel, après, je peux comprendre que ce soit difficile aujourd'hui dans la situation du logement. Mais on est là pour les aider et les rassurer. C'est aussi pour ça qu'on avait déployé Signal Logement dans le département, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une baisse des signalements et on se doute bien que tout le logement du Gard ne sont pas redevenus par miracle décents. On est bien conscient qu'il y a des situations où les gens n'osent pas se signaler. On en avait parlé dans certains groupes de travail communaux. Les propriétaires n'ont pas demandé de justificatif de salaire. Et ils ont été bienveillants à l'entrée. Du coup, ils ne veulent pas nuire à leurs propriétaires. Ils ont peur de perdre leur logement. On en est bien conscient. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est l'intérêt de l'association à la CPLD, de la DHL, des travailleurs sociaux de la CAF et de l'ensemble des partenaires. Et Donc, la ville est aussi là. Donc, le mieux en tant que CCAS, nous, c'est de les inciter quand même à faire le signal logement en leur disant que derrière, il y a des équipes qui vont les accompagner et qui ne. Alors, le maire, comme on a dit, le maire, il a le pouvoir, c'est-à-dire que même sans. Il peut y avoir 2 procédures qui sont mises en place. C'est-à-dire que le maire, il peut aller faire la visite sur place.
mettre en Oui. demeure son propriétaire, puisqu'il y a un logement sur sa commune qui ne répond pas, a priori, pas de construction, c'est ça, hein. Et en même temps, lancer le signalement sur, enfin, la procédure, oui, le signalement de logement, je dis. La procédure de non-décence, pardon. Là, on est dans un aspect de procédure. La question de madame, c'est plutôt est-ce qu'on est convaincu que quand il se passe ça, derrière, il y a toujours un accompagnement social qui est proposé à la famille. Oui. Alors, toujours, honnêtement, enfin, si la famille est éligible, parce qu'il y a aussi des critères, mais oui, la famille, elle n'est pas, on ne fait pas la visite, on laisse pas se débrouiller, hein. Il y a toujours toujours une phase de médiation qui est faite par nous, hein, enfin, ou le prestataire, l'urbaniste, qui travaille pour la CAF. Donc, le locataire, il peut toujours nous contacter, on est là pour l'aider, le renseigner et le diriger au mieux sur les dispositifs qui existent. La LHI, c'est vraiment une action partenariale, c'est-à-dire que dans certaines situations, enfin moi, notamment sur votre commune, hein, il y a eu des situations qui ont été suivies en PLHI sur lesquelles on a travaillé en lien avec le CCAS, avec l'opérateur du PIC départemental qui intervenait auprès des locataires et la CAF dans le cadre de la non-décence. Donc, on essaye toujours de mobiliser l'ensemble des partenaires qui peuvent intervenir et accompagner. Parce que les situations dans lesquelles il y a une protection des occupants, tout à l'heure sur le diaporama, c'était seulement en cas d'insalubrité. Si c'est de l'indécence, il n'y a pas de protection, c'est ça? Réglementairement, il n'y en a pas. D'où l'intérêt d'avoir mis en place cette CPLD sociale qui est un peu, comme le disait M. Bévien, un filet de sécurité pour s'assurer que le locataire ne se retrouve pas à payer l'intégralité de son loyer au bout des 18 mois de conservation. D'où l'intérêt de travailler partenarialement tous ensemble. Après la non-décence, on est sur, excusez-moi, en théorie des problématiques plus légères, dans le sens où c'est des problèmes de menuiserie, c'est des problèmes de chauffage inadapté, de moisissure, oui, mais on n'est pas sur des travaux lourds. D'où c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans la loi, il n'y a rien prévu pour. Il n'y a pas de relogement, par exemple, pour un locataire. Voilà, et c'est là parce qu'il n'y a pas de protection particulière comme dans la réglementation, contrairement aux deux polices conventionnées, qu'il n'y a pas d'accompagnement social possible. J'ai une autre question qui correspond à des situations déjà vues, hein. Si, parmi les réticences évoquées par les administrés, si le bail arrive à terme dans 3 mois, qu'il y a une suspicion d'indécence, est-ce que le propriétaire a toujours la possibilité de mettre fin au bail ou est-ce que le fait de signaler le logement, ça protège le locataire? Parce que souvent, c'est ça aussi. Les administrés me disent, oui, mais là, si jamais je signale l'état du logement, je sais que mon bail ne sera pas renouvelé. Là, je voulais juste revenir sur une petite chose. C'est vrai que le signalement, même si ça reste une démarche amiable dans le sens où c'est pas une procédure judiciaire qui est engagée, le signalement arrive quand même au terme de diverses démarches qui ont pu être engagées par le locataire. D'abord, et nous, à ce titre, à la DIL, on essaie quand même d'accompagner, d'expliquer aux usagers ces démarches-là. Donc, d'abord, communiquer avec le bailleur, faire des courriers, des mises en demeure. Et effectivement, devant l'inaction du bailleur, là se pose véritablement la question de faire un signalement. Et ensuite, effectivement, il faut essayer c'est notre travail à la DIL, en tout cas, de bien informer les usagers de leurs droits concernant les contrats de location. En fait, le congé du bailleur, il ne peut être délivré que pour des motifs qui sont prévus par la loi, à savoir pour vendre, pour reprendre le logement ou pour motif légitime et sérieux, en général, si le locataire n'a pas respecté l'une ou l'autre de ses obligations. Et il ne peut intervenir qu'à la fin du bail. Donc, selon un préavis qui est dépendant de si la location est vide ou meublée. Mais donc, en fait, les contrats de location régis par la loi de 89, ils se renouvellent automatiquement. Donc, souvent, effectivement, les locataires disent oui, mais mon bailleur ne va pas renouveler mon contrat. Mais la question, elle se pose pas véritablement, puisque le contrat, il va se reconduire. Donc, c'est uniquement si le bailleur donne congé dans les 3 cas que je viens de vous énoncer, et en respectant bien les préavis imposés par la loi, 6 mois ou 3 mois en meublé, que à ce moment-là, oui, le bail peut se terminer. Mais
voilà, c'est vrai que ce qu'on peut vous recommander aussi, si des personnes viennent vous consulter, ont des questions concernant leur contrat de location, vous pouvez les orienter vers la DIL pour qu'on voit ensemble, parce que il peut arriver que certains bailleurs, voilà, euh, menacent ou, enfin, en tout cas, utilisent des arguments un peu fallacieux par rapport au contrat de location, mais qui sont pas avérés juridiquement. D'accord. Voilà. Oui, moi, c'est ce que je fais systématiquement. Ouais. Dans un premier temps, j'oriente vers vous, vers la DIL, mais je fais aussi intervenir le SLIM, le dispositif du SLIM, qui peut leur donner, qui peut être un premier diagnostic pour confirmer à la famille, voilà, si on va plutôt vers l'indécence, vers l'insalubrité, etc. Et ça peut être aussi un moyen d'appui pour eux, pour aller vers le propriétaire pour des négociations, enfin pour une médiation préalable. Steam, c'est un dispositif efficace, mais qui a plutôt pour objet de donner des conseils concernant des éco-gestes, enfin, c'est tout ce qui concerne la maîtrise de l'énergie pour les occupants, donc que ce soit locataire ou propriétaire occupant. Mais ce ne sont pas les diagnostiqueurs du stream qui sont en mesure, en capacité de dire si le logement est insalubre, non décent, enfin, ils n'ont pas la compétence, en tout cas juridique, de le faire. Mais ça peut être, c'est une porte d'entrée aussi. Enfin, c'est. Oui, ça les rassure Voilà. en général. Les occupants, ça les rassure d'avoir déjà quelqu'un qui vient chez eux et qui leur confirme, ben là, effectivement, la moisissure, elle est là parce qu'il n'y a pas de VMC. Donc ça, il vous faut demander. Voilà, ça, ça les tranquillise pour suivre la démarche, on va dire. Oui, puis le diagnostiqueur du SNIM peut orienter et en tout cas appuyer le fait qu'un signalement est nécessaire. Oui. Donc c'est sûr que dans le processus, ça peut aider. Ouais. Il y a d'autres questions? Alors moi, j'avais encore une question. S'il n'y a pas d'aide au logement, c'est la même procédure sans la retenue, j'imagine. Exactement. D'accord. D'où l'intérêt de mobiliser à la fois les pouvoirs de police du maire et la non-décence, puisque du coup, ça permet d'avoir deux procédures de mise en demeure et de maximiser les chances que le propriétaire se réagisse. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer, parce que je crois que le président avait une contrainte à 11 heures, il avait une autre réunion, je crois que c'est une autre conseil d'administration, je crois, il devait y participer. Oui, bonjour Naïs Bonnet pour la MF30. Oui, le président est parti il y a déjà un bon quart d'heure. Il avait une réunion, donc il a dû nous quitter. Voilà. Alors je dis juste un petit mot de conclusion pour remercier les gens qui sont à ma droite et à ma gauche pour l'organisation de ce temps d'échange, aussi pour votre mobilisation au quotidien sur cette thématique en accompagnement des élus. Rappeler au maire, alors d'une part, on va vous envoyer le diapo, on s'est noté, je pense, via l'AMF, et surtout d'autre part, on est à votre disposition pour vous accompagner sur l'ensemble des instruments. Oui, madame, hein, comme je viens d'indiquer, on vous enverra le support. Et donc, on est vraiment à votre disposition sur l'ensemble des instruments qu'on vous a présentés aujourd'hui, les outils de prévention, les outils plus contraignants. Voilà. La vocation de ce pôle est vraiment de vous accompagner dans l'exercice de cette mission. On vous a mis à la fin du diapo les coordonnées des différentes personnes au sein de l'institution qui sont compétentes pour vous accompagner. Je vois qu'il y a une question qui est posée, je ne peux pas identifier la personne parce que c'est un numéro, et qui nous dit qui peut contrôler un logement suite à un signalement, un agent de police ou est-ce qu'un agent administratif peut? Alors, avec l'appui de l'Union régionale des ADI et les ARS, a été mis en place une grille de visite qui permet à un agent communal, pas forcément technique, de pouvoir constater les désordres. On est bien sur une procédure de constat des désordres. Vous constatez qu'il y a de l'humidité, c'est pas à vous de déterminer pourquoi il y en a. Il y a de l'humidité, vous dites au propriétaire, j'ai constaté de l'humidité, ça relève de telle infraction, je vous demande d'y remédier. Vous avez, alors ça avait été envoyé au mois de janvier dernier, c'est aussi sur le site internet de l'État dans le Gard.
la grille de visite, sa notice, des modèles de PV, un tableau récapitulatif des ordres et des infractions associées. Tout ça, c'est à disposition. On est aussi là pour vous accompagner dans la mise en place de ces procédures-là, pour la rédaction du PV en cas de carence du propriétaire également. Voilà. Donc, merci à la mairie de Calvisson pour cette question, puisqu'elle s'est identifiée entre-temps. On vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, puisque c'est l'heure de déjeuner. Et on est à votre disposition. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci à tous. Au revoir.